Bonjour à tous, mesdames et messieurs, c'est le lundi de Pentecôte, lundi tout court, lundi férié. Merci d'être avec nous une fois de plus, de nous faire confiance pour vous lever le matin. Je suis Marcelin Gouvoy, très heureux d'être en votre compagnie avec vous jusqu'à 7h30 UTC. Au sommaire de cette émission, bien sûr, nous allons avoir notre rubrique, tout ce qui concerne les piliers de cette émission. Aujourd'hui, bien sûr, vous allez constater que la revue de presse ne sera pas de mise parce qu'il n'y a pas de journaux qui sortent. Mais le sport est là. Déjà, il est en train d'entrer dans ce studio. Lui, c'est Serge Dacoury qui nous parlera, entre autres, oui, entre autres, de cette fessée infligée donc, par les Néerlandais donc, à nos éléphants. Il va nous expliquer un peu quel est ce baptême de feu assez particulier de Marc Wilmots. Mais aussi, il nous parlera certainement du sacre du Real de Madrid qui est sur le toit de l'Europe depuis samedi. La meilleure équipe, ou du moins le meilleur club du monde. Franchement, c'est le 12e trophée, la 12e Champions League. Et ça, c'est un véritable exploit. On va parler également économie avec l'importance des coopératives au sein du giron, donc du giron social, économique, et puis tout ce que cela donne à une société, à un pays, comment s'organiser en coopérative, sans oublier nos principaux déterminants pour cette émission. On aura des reportages, on aura des no comments. Alors, c'est simple. Si quelqu'un vient de se réveiller ce matin, ou bien quelqu'un vient de naître aujourd'hui, si on devrait lui donner des informations, voilà ce qu'on pourrait dire. Grosso modo, Donald Trump donc, tourne le dos à l'accord de Paris. Le terrorisme est de mise, que ce soit en Europe avec Londres, en Afrique avec l'Égypte ou tout simplement en Asie là-bas avec les Philippines. Et puis on n'oublie pas également bien sûr des informations concernant l'économie qui vacille ou le chômage qui est toujours de mise dans plusieurs pays dans le monde entier. C'est un peu là une photographie du monde entier. Mais bon, on peut soit se réfugier en sport, écouter Serge Dacoury, ou dans la spiritualité, passer un bon temps de jeûne pour nos amis musulmans, ou tout simplement déguster ce lundi de Pentecôte qui consacre, vous le savez, la descente de l'Esprit Saint. Bienvenue, c'est Matin Bonheur, réalisation So Félicité. On se retrouve juste après ça. Voilà, retour sur le plateau. Petit souci technique, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure dans ce studio, mais on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais qu'en est-il de ceux qui se lèvent tôt un jour férié? Mon Dieu, là, franchement, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, on est un peu en mode diesel. Faut comprendre, faut comprendre. Pendant ce temps, on va essayer de faire en sorte que tout puisse entrer dans l'ordre. Donc, n'oubliez pas que dans le volet instant vérité, notre grande journaliste très acerbe et puis voilà, très sympa également, Gabriel Zani, va discuter avec M. Blé Guirao, donc personnalité politique de Côte d'Ivoire. Le sujet, c'est opposant ou RHDP. C'est tout un programme, il faut le suivre, ce sera aux alentours de 6h44. Mais avant, il va y avoir du sport. Voici la gym, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un super week-end. Alors c'est le début de la semaine. Pour bien attaquer donc cette semaine, je vous propose une super séance de cardio avec 4 exercices que nous allons faire en circuit. Alors comment est-ce que ça va se passer? On va travailler 20 secondes, 25 secondes maximum. Et directement je vous présente le second exercice et on enchaîne pratiquement 100 temps de repos. J'espère que vous êtes prêts, nous sommes prêts ici. On va commencer forcément par les échauffements. Allez, on descend là. 1, 2, 3. 4 de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, super. Alors on va directement faire des flexions, là, 1, 2, 3, 4 et 5, rotation des genoux, là, 2, 3, 4 et 5 dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4. Ok, le premier exercice, la montée de genoux. Alors si vous avez des problèmes avec les impacts au sol, vous levez les jambes là, comme ça, de manière unilatérale. Ok, on va travailler pendant 25 secondes maximum. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, courage.
Allez, encore, encore. On pousse, on respire. 10 secondes. N'oubliez pas, si vous avez des problèmes avec la réalisation de ce mouvement, vous pouvez le faire sans impact au sol. Allez, courage. Allez, on tient bon. 3, 2, 1. Ok, super. Le second mouvement que je vous propose, c'est le grimpeur croisé. Alors, on met les mains au sol, là, et on croise là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gagnez bien votre sangle abdominale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Allez, on va enchaîner avec les jumping jacks. Si vous avez des problèmes avec les impacts au sol, on part là en step touch et on lève les bras. Ok. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, le dernier exercice donc de ce circuit, on va faire le frogger. Allez, on met les mains au sol, là, et on monte là. 1, 2, 3. Ok. Ceux qui ne peuvent pas faire en appui sur les épaules cet exercice, vous faites ce mouvement-là en 4 temps. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on se relève, on souffle, on respire un peu. Ok. Si vous avez soif, n'hésitez pas à boire un peu d'eau. Alors, lorsque vous finissez ce circuit d'exercice, vous prenez 1 minute 30 de repos maximum et vous reprenez tous les exercices depuis le début. C'est-à-dire la montée de genoux, le grimpeur croisé, ensuite le jumping jack et on finit avec le frogger. Veillez à répéter ces exercices. Nous, on va passer aux étirements, ok, pour nous permettre de nous relaxer. Allez, on tire là. Respirez, détendez-vous. On part à gauche. Super. Allez à droite. Bravo. Allez, on va faire une petite rotation au niveau de la hanche. Là. On bloque là sur les côtés. Allez, on part dans l'autre sens. Allez, encore. On va attraper le pied pour étirer le quadriceps. Les cuisses ont énormément travaillé durant ces 4 exercices. Si vous n'avez pas d'équilibre, prenez appui contre un mur ou sur un manche à balai que vous plantez dans le sol. Ok. Allez, l'autre jambe. On fait pareil. Là. Super. On tire. Allez, on tient. On finit avec l'étirement du mollet. Pour bien étirer le mollet, il faudrait que vos 2 talons soient posés à plat au sol et le pied de devant légèrement fléchi. La jambe arrière est bien droite. On tire, en principe, vous devez sentir derrière que ça tire bien. Allez, l'autre jambe, on fait pareil. On tire là. Super. Alors, n'oubliez pas de répéter ces exercices au moins une seconde fois ce circuit. Ok. Si vous avez encore plus de temps, que vous voulez travailler encore plus le cardio, n'hésitez pas à faire ce circuit une 3e fois. Ce serait super. Rendez-vous demain pour une autre session de gym. Allez, ciao. Ciao, maître Fabio, merci d'être avec nous. Surtout, chapeau au coach Fabrice qui depuis maintenant 6 mois est avec nous depuis le 2 janvier. C'est toujours un plaisir, un grand bonheur de l'avoir pour ses conseils ô combien avisés. Alors, il est 6h11, la météo à Abidjan assez fraîche avec des alternances d'éclaircies et de pluie prévues sur toutes les principales poches climatiques de notre pays. Et la météo du sport, c'est comment? C'est son affaire, il s'appelle Serge Dacoury. Allez Sergeant, viens. Venez, Serge Dacoury, que je vais recevoir. Comment ça va, Serge? Ça va bien? Ça va. Ça a été le week-end. Installez-vous tranquillement. Avec vous, on va essayer de décortiquer l'actualité sportive. Je rappelle au menu donc aujourd'hui, automobile,
volleyball et bien sûr football. C'est juste après ça. Alors, dites-nous tout, Serge, comment se porte le monde du sport? Bah, écoutez, le monde du sport se porte assez bien, même si nous sommes quand même tombés très haut. Ah, ça avec, je ne vous le fais pas dire. Avec ce traumatisme du côté de Rotterdam, c'était hier. Malheureusement, pour les débuts de Marc Wilmotte, ça a été un cauchemar. Un véritable cauchemar pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais bien avant, disons que l'actualité sportive va se résumer en 3 étapes. Du sport automobile, avec le rallye de Pentecôte, du côté de Bassam et Adiaké. Deuxième élément du volleyball, avec la 8e journée en dames et 9e journée en hommes. Et 3, effectivement, le championnat domestique, la 24e journée. Et aussi, bien entendu, ce match amical, la Côte d'Ivoire à Rotterdam. Une grosse fessée 5-0. Et on finira par la Coupe aux grandes oreilles, la Ligue des champions, qui a tenu en attraction tout le monde du football. C'était à Cardiff samedi dernier, dans le Millennium Stadium de Cardiff. Eh bien, la Maison Blanche est montée sur le toit du monde. Je vais parler du Real Madrid avec son serial buteur Cristiano Ronaldo. Voilà un peu les 3 points. On commence par on a des images, du rallye de la Pentecôte de Grand Bassam et Adiaké. Oui, effectivement, le top départ a été donné avant-hier à Grand Bassam. Eh bien, il y a plus de 20 équipages qui sont en attraction du côté de Bassam et Adiaké pour ce rallye de Pentecôte. Soumaro, Moriféré et autres sont sur les pistes de Bassam et d'Adiaké et la fin, c'est pour aujourd'hui. Donc, on peut le dire, tout ce qu'il y a comme rallyman du côté de Côte d'Ivoire sont présents. Marc Moulinier, Soumaro, Moriféré, eh bien, Gary Chen est absent, mais il y a de la bonne graine et ce rallye continue jusqu'à aujourd'hui. Et tout à l'heure, sur le coup de 16 h, on connaîtra donc le champion pour ce rallye de Pentecôte qui a démarré depuis avant-hier du côté de Bassam. Ok, on va aller maintenant du côté du volleyball avec la 8e journée du championnat national hommes et dames. Oui, volleyball, le stade Robert Champoux était le théâtre des opérations de cette manche de volleyball. Eh bien, samedi, des rencontres étaient prévues. Un certain Asek Stella, malheureusement, à cause de la pluie, ça a été reporté à aujourd'hui. Mais hier, il y a eu des matchs de volleyball en dames et en hommes. On peut donner les résultats ici, pêle-mêle. Tafiré a pris le meilleur sur Grand Laou, 3-7-2. C'était au Robert Champoux sous le coup de 16 h. Ça m'a fait plaisir à mon directeur, M. Sanga Touré. Ah, il est de Tafiré? Oui. Alors, Tafiré donc, a gagné 3-7-2 en dames. En hommes, juste à 16 h, il y a eu Phoenix face à Beaunois. Phoenix a eu raison de Beaunois, 3-7-2. Et bien, sous le coup de 18 h, le dernier match a mis aux prises l'AS Police face à Tafiré. Malheureusement, là, Tafiré est tombé. Et l'AS Police a gagné 3-7-0. Aujourd'hui, donc, les matchs en dames, ASEC Stella, ça sent la poudre puisque c'est la crème quand même, les meilleures équipes de volleyball qui vont s'affronter sous le coup de 15 h au Robert Champoux de Marcory pour ce qui concerne les résultats de la 8e et 9e journée du côté du volleyball. Et maintenant, le boulevard qui est consacré entièrement donc, au football. Respectivement, nous allons parler du championnat national, du match vraiment pratiquement inamical infligé par les Pays-Bas, et puis la Champions League. C'est parti. Ben oui, effectivement. D'abord, commençons par la 24e journée qui était en attraction ce week-end, avec des matchs samedi, dimanche et qui vont finir aujourd'hui lundi. Samedi, il y a eu deux oppositions, puisqu'il y avait un duel de l'intérieur entre l'équipe de l'AS Standard, champion en titre, opposé à l'équipe de l'Asile Abengourou. Alors, dans ce duel de deux équipes de l'Est de Côte d'Ivoire, eh bien, aucun but n'a été marqué, puisque malgré les tentatives de part et d'autre, avec des occasions gâchées ici et là, 0 but partout, tel a été le résultat de cette confrontation entre l'AS Standard et l'équipe de l'Asie. Le deuxième match mettait l'équipe de la SEC face au stade d'Abidjan. Eh bien, un duel de deux grands messieurs du football, Adouo-Luc Kwame, président du stade d'Abidjan, opposé à Maître Roger Ouyen avec les jaunes et noirs. Eh bien, dans cette opposition, ce sont les stadistes, les bleus et rouges, qui ont eu raison de la SEC en deuxième mi-temps. Malgré une domination territoriale des hommes de Traoré Siaka Gigi, la SEC, sans Bansé Aristide, qui avait 2 cartons jaunes, donc suspendus, eh bien, la SEC est tombée face à cette équipe du stade 1-0, but marqué aux alentours de la 72e minute. Eh bien, les stadistes ont pris les 3 points. Le lendemain, le club rival, les Verts et Rouges, l'Africa était opposé à cette sympathique équipe qui nous vient de Williamsville et qui est deuxième du championnat. À peine montée en première division, cette équipe fait sensation. Elle s'appelle le Williamsville Athletic Club, le WAC. Une belle petite équipe avec des jumeaux, les frères Nda,
qui manifestement développe assez bien les récitations du football. Et qui ne vont pas trop durer à Abidjan. Hein. Ben, apparemment. Déjà, la SEC a pioché un joueur là-bas qui s'appelle Poué-Jean Morel. Mais hier, la machine du WAC a été complètement un grain de sable y est rentré. L'Africa, grâce au courage, s'est imposé 1-0. Il y avait aussi le match de l'équipe de la FAD. La FAD a eu raison, donc de la JCAT, aussi 1-0. Au classement, à 2 journées de la fin, malgré cette défaite, la SEC est toujours leader avec 1 point d'avance sur l'équipe de WAC de Williamsville et l'Africa qui engrange quand même quelques points pour monter à la 4e place. Et vous croyez au titre de la SEC? Mais apparemment la SEC est quand même bien partie. Mais il y aura un match décisif entre le premier et le deuxième. C'est-à-dire la SEC contre le WAC. La finale. Ce sera le week-end prochain, la 25e journée. Donc, c'est l'issue de ce résultat qui nous déterminera qui sera champion de Côte d'Ivoire 2017. Il n'y aura pas de match simultané pour éviter toute... Oui, mais c'est vrai qu'il y aura des matchs simultanés, puisqu'au même moment où ça se jouera au stade Robert Champroux, au Parc des Sports, effectivement, multiplex. Il y aura des matchs à l'intérieur du pays, effectivement, et on verra qui sera champion et qui va être rétrogradé en 2e division. Apparemment, les carottes sont cuites pour la JCAT qui, visiblement, va vers la 2e division. Et puis, j'aurais voulu vous parler de ce match avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'entrain. Hélas, 1000 fois hélas. Marc Wilmots, début vraiment pas terrible pour la Côte d'Ivoire et son nouvel entraîneur. Début cauchemardesque pour Marc Wilmots avec dans son baptême du feu avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Eh bien, le technicien belge livrait son premier match à Rotterdam face aux Oranges Mécaniques. Je veux parler des Pays-Bas. Une équipe de Côte d'Ivoire expérimentale. Il y a Orange et Orange. Orange Mécanique, c'est comme ça on les appelle, l'équipe batave, amenée par Ariane Robben. Eh bien, la Côte d'Ivoire a eu une véritable fessée. 5-0, ça fait longtemps que la Côte d'Ivoire n'avait pas encaissé un tel score. C'est vrai qu'au niveau des rencontres, la Côte d'Ivoire avait déjà rencontré les Pays-Bas. C'était en 2006 en Allemagne, à la première Coupe du Monde. Et vrai, nous avons été battus à cette époque 2-1 par avec la un bande, joli but de Baki Kone. Nous avons été battus par l'équipe conduite par Van der Sar. Mais c'était une belle équipe de Côte d'Ivoire qui avait montré de l'allant. Mais là, avec ces jeunes joueurs, des binationaux qui étaient attendus, on a vu Jérémy Boga pour sa première sélection, on a vu Joris Gnagnon, on a vu Maxwell Cornet, mais ça n'a pas marché. Et on comprend quand même qu'il y a trop de difficultés pour ce nouvel entraîneur. Beaucoup de joueurs n'ont pas répondu à l'appel. Eric Bailly est rentré en 2e mi-temps. En tout cas, on sent véritablement qu'il a du pain sur la planche pour son premier match avec les éléphants. Il y a beaucoup de réglages à faire. Il y a des 5-0. C'est pas un 5-0, ça fait beaucoup pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Concrètement, vous qui êtes un spécialiste, c'est vrai que c'est le début. On peut pas, parce qu'il faut se souvenir que Hervé Renard avait commencé sur un 4-0. Oui, donc il faut quand même être indulgent. Voilà. Marc Wilmots n'a pas la baguette magique en football. Il vient à peine de prendre fonction depuis le mois d'avril avec la Côte d'Ivoire. Il y a quand même ce qu'on appelle la connaissance des lieux, l'environnement. Et je pense qu'ils se sont préparés à Liège en Belgique avec quand même des joueurs qui n'ont pas répondu à l'appel et aussi une expérimentation qui fait une saison. Mais c'est valable pour toutes les deux équipes. Mais donc je pense qu'il a quand même quelques circonstances atténuantes parce que malgré le fait que le score soit quand même une hécatombe, 5-0, il y avait véritablement une différence de niveau. C'est la Côte d'Ivoire quand même. La Côte d'Ivoire et les Pays-Bas. Mais je pense que on va tirer les leçons de cette soirée noire pour pouvoir gagner ce match. Ce sera le week-end prochain contre la Guinée dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2019. Côte d'Ivoire-Guinée, c'est sur Abouaké le 10. Et là, ce sera une toute autre histoire, parce que faut pas oublier que... On apprécie quand même le retour de Gervinho. Gervinho blessé et rétabli est rentré hier et on a vu ses slaloms. Ça sent bon pour le potentiel offensif de la Côte d'Ivoire. Si Zaha revient avec Gervinho et d'autres, je pense que logiquement, la Côte d'Ivoire a les moyens. Ça, c'est le côté optimisme même de l'Ivoirien. Sachant quand même que nous avons un équipe de la Guinée en face, on voit les forces en présence. Même si nous avons pris 5-0 face à l'équipe de Pays-Bas, contre la Guinée, c'est une autre affaire. Je pense que sur le plan africain, nous nous connaissons. Et le potentiel que nous avons, même si Marc Wilmots a tenté de faire des essayages qui n'ont pas marché contre la Guinée, je pense qu'à Bouaké, nous maîtrisons notre environnement. Les Ivoiriens ont les moyens de pouvoir quand même gagner cette équipe du Sili national de Guinée, ici à Bouaké. Et puis, ce qu'il faut retenir également, c'est que où il y a une véritable tâche par rapport à ce match amical, c'est qu'au niveau de l'indice FIFA, ce n'est pas terrible pour notre Oui, effectivement, parce que effectivement, quand vous jouez contre une équipe
une équipe, un ténor du championnat, un ténor européen, quand vous gagnez des matchs, vous gagnez des places FIFA. Au dernier classement FIFA sorti en main, la Côte d'Ivoire était 49e, il était passé à la 47e place. Et 9e africain, nous avons passé à la 8e place. Avec ce résultat, effectivement, cela n'est pas fait pour arranger les choses. Mais je pense que logiquement, les défaites sont des expériences à tirer. Absolument. Parce que dans un match de football, il y a 3 résultats. Une défaite, un match nul et une victoire. Si on commençait avec la victoire, on allait penser qu'on est dans le meilleur des mondes. Je pense que là, il faut faire preuve beaucoup d'humilité et revoir les choses avec lucidité. Dans la défense, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans le milieu de terrain, qu'est-ce qui n'a pas marché? En attaque, Badara Ali, le gardien de but, qui remplaçait Bobo Sylvain, bloqué du côté du TP Mazembe pour les compétitions africaines. Ce n'était pas le titulaire qui était là. Une défense expérimentale avec Bamé, un nouveau qui vient, qui ne connaît pas bien l'environnement. Bon, il y a quelques circonstances atténuantes, mais le score est quand même important. Il faut revoir les choses avec humilité. Alors, 6h22, mesdames et messieurs, je rappelle que vous êtes avec Serge Dacoury, c'est notre spécialiste, c'est lui qui nous fait rythmer donc à la machine sport chaque lundi ici à Matin Bonheur. Et on va terminer bien sûr avec cette image-là. Regardez, tout simplement, c'est une image qui dit tout d'elle-même. 2 grands du football mondial et 7 coupes aux larges oreilles, comme les miennes. Alors, Serge Dacoury, ça a été le Real de Madrid sur le toit. Effectivement, 100e finale pour le Real de Madrid. Du côté du Millennium Stadium opposé à la Vecchia Signora, la vieille dame, la Juventus de Turin. Ces 2 équipes étaient donc opposées le week-end dernier au Millennium Stadium de Cardiff dans une opposition de finale de Ligue des Champions 2016-2017. Eh bien, 2 styles diamétralement opposés. La meilleure défense avec Gigi Buffon dans les poteaux, Giorgio Chiellini, Barzagli, Bonucci et Dani Alves. De l'autre côté, l'attaque la plus flamboyante d'Europe avec Cristiano Ronaldo. Eh bien, dans cette opposition de style, Zinedine Zidane a fait réciter la leçon à Maximilio Allegri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Real de Madrid a marqué 4 buts à une défense qui ne prenait que 3 buts en 12 matchs. Ouais. C'est un exploit réalisé par les Madrilènes. On s'y attendait. Seuls les Madrilènes peuvent faire ça. Oui, on s'y attendait parce que Cristiano Ronaldo permet ainsi de marquer ses 600e but en 855 matchs. Wow. Et il est le meilleur buteur de cette Ligue des Champions avec 12 buts. Il supplante Lionel Messi. Et donc la voie royale est ouverte pour lui pour un 5e ballon d'or à l'allure où vont les choses. Ainsi donc, le Real Madrid a gagné 4 buts à 1. Ouverture du score du Real Madrid par Cristiano Ronaldo. Égalisation par Robert Mandzukic. Ensuite, Casemiro, Ronaldo et bien le jeune Asensao ont donc fait ce récital offensif qui permet au Real de Madrid d'avoir ce qu'on appelle la duodécime. C'est la 12e Ligue des Champions dans l'histoire de la Maison-Blanche. Et je rappelle cet accueil magnifique du côté de Madrid, un accueil princier, royal, un accueil vraiment pharaonique. Mais c'est quand même aussi beaucoup de choses pour Zinedine Zidane. Absolument. Voilà un entraîneur, 17 mois d'action active, qui gagne 2 Ligues des Champions consécutives. Cela n'était jamais arrivé, cela fait 27 ans. La personne qui l'avait réalisé, c'était Arrigo Sacchi avec le Milan AC 89-90 dans la bande avec Gullit, Van Basten et Frank Rijkaard. Ça remonte à longtemps. Eh bien, Zidane a réussi cet exploit. Gagner la Ligue espagnole et gagner la Ligue des Champions l'année suivante, c'est un exploit retentissant et il rentre quand même dans le panthéon fermé des grands entraîneurs. Alors, mes collègues ici, au niveau de la technique, me disaient, mais est-ce que Zidane a une fois souffert dans sa vie? Et oui, Zidane a souffert dans sa vie. Zidane, je rappelle que c'est un enfant issu du quartier de la Castellane, un quartier chaud très dur des alentours de Marseille. Et Zidane avait vraiment des soucis au début aux alentours de l'AS Cannes, mais il a pu tenir. Et aujourd'hui, toutes ces souffrances accumulées ont fait de lui le grand homme, le grand monsieur qu'on a aujourd'hui. Il est passé par bon nombre de choses. Il fait quand même preuve de beaucoup d'humilité, parce que Zidane a fait ses classes tout doucement. Il a passé ses diplômes à Limoges. Ensuite, il a été entraîneur de la réserve, la Castilla, du côté du Real Madrid. Et donc, il a fait ses classes. Par la suite, il a été adjoint de José Mourinho, de Carlo Ancelotti. Et par la suite, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, lui a donné les clés de la maison. Eh bien, petit à petit, Zidane s'est imposé. Il a donné un discours à Cristiano Ronaldo pour lui dire de s'économiser. Ronaldo, qui n'acceptait jamais d'être remplaçant, eh bien, il a intégré de jeunes joueurs aussi qui ont apporté leur dimension au Real Madrid, comme Asensao, que vous voyez, qui rentre souvent en seconde mi-temps. Qui a marqué. Lucas Vazquez. Eh bien, il a quand même compté sur tout un bloc équipe. Eh bien, Zidane, son discours est passé. Et aujourd'hui, il permet donc au Real Madrid d'être sur le toit du monde avec sa 12e Ligue des Champions obtenue samedi dernier. En tout cas,
C'est un récital offensif qui a été fait par les Madrilènes face à une vieille équipe trentenaire à qui on donnait quand même certaines chances, du 50-50 avant la... Mais voilà, on nous a montré que la meilleure défense peut être décapitée par la meilleure attaque d'Europe grâce à un serial killer. Il s'appelle Cristiano Ronaldo. C'est un extraterrestre du football. Et puis, il ne faut pas oublier également les hommes de l'ombre, un des gardiens du temple également du Real de Madrid, toujours à côté, un des fidèles, parmi les fidèles donc, de Zinedine Zidane, ce n'est autre que l'autre chauve comme lui en griffe, Bettoni, qui est, à côté, qui est son adjoint et qui fait, qui est à la partie donc, technique au niveau des entraînements. Voilà, merci beaucoup à vous, Serge Dacoury, pour votre éclairage. Bonne fête de Pentecôte également à vous. Et puis, on vous souhaite de passer ce jour férié là, enfin, c'est qu'il en reste, hein, avec vos proches et votre famille. Allez, le journal, c'est maintenant, dans quelques instants seulement. Merci d'être sur Matin Bonheur. Vous faites bien, réveillez-vous avec nous, confiez-nous votre réveil, nous en faisons un matin plein de bonheur. On aura donc dans quelques instants la météo, l'agenda et puis le journal présenté par Monsieur Hamza Diaby. Chrétiens, chrétiennes, catholiques, la Direction nationale des œuvres catholiques, structure officielle de l'Église habilitée à organiser les pèlerinages, vous propose du 7 au 19 juillet 2017 sur les pas du Christ en Israël. Du 7 au 22 août 2017, le circuit marial France, Espagne, Portugal. Du 10 au 17 octobre 2017, le centenaire des apparitions de la Vierge Marie, Fatima. Du 14 au 26 décembre 2017, vivre la Noël en Israël. Contact 20 21 47 14 20 36 01 47. Que Dieu vous bénisse. MTN, everywhere you go. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Au lever de ce jour, on aura un temps généralement nuageux sur l'ensemble du pays. De faibles pluies pourraient être observées sur le littoral et dans le nord-ouest. Ailleurs, le temps sera progressivement ensoleillé. Les températures. Au lever de ce jour, 25 pour Abidjan, 24 pour Adiaké, 23 pour Bandoukou, Boaké et Daloa, Dimbokro, affiche 24, Gagnoa 23, Kourogo 22, 23 degrés pour Mans et Odiéné, 24 à San Pedro, Sassandra et Tabou et 23 pour Yamoussoukro. Cet après-midi, le sud forestier, le nord-ouest et l'ouest observeront des formations orageuses suivies de pluie. Le reste du pays sera partiellement nuageux et ensoleillé. Lisons les températures de notre après-midi. La minimale de 30 relevée à Abidjan, 31 degrés pour Adiaké, 35 pour Bandoukou, 33 degrés à Boaké et à Daloa, 35 à Dimbokro, 32 dans le Go, 35 dans le Poro, 32 degrés pour le Tompi, 35 à Odiéné, 31 degrés pour San Pedro, Sassandra et Tabou et 34 à Yamoussoukro. Merci, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis. Très bon lundi à tous et à chacun. MTN, everywhere you go.
Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Le président Alassane Ouattara est rentré hier de Monrovia au Libéria, où il a pris part au 51e sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un sommet au cours duquel le président togolais Faure Gnassingbé a été élu à la tête de la CEDEAO hier dimanche. Il remplace la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Je vous propose d'écouter le chef de l'État à son retour de Monrovia. Nous rentrons de Monrovia où nous avons participé au 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je dois dire que c'était un bon sommet. 12 chefs d'État sur 15 y ont participé et par conséquent, ça a été une longue journée. Je voudrais avant toute chose adresser toute notre gratitude, nos félicitations à Madame la Présidente Ellen Johnson Sirleaf pour l'accueil, l'hospitalité et toutes les marques d'attention dont ma délégation et moi-même avons fait l'objet. Et nous avons tous rendu hommage à son leadership et également à sa capacité de dialogue, car tout au long de son mandat, elle a été totalement engagée à discuter des problèmes avec tous ses homologues avant d'arriver à une décision. Et nous avons eu bien sûr des dossiers importants à traiter avec elle. Ce sommet a vu également la participation du Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahu, qui était un invité spécial et qui a profité de cette occasion pour parler des relations entre Israël et l'Afrique et tout ce que Israël essayait de faire dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et également toute la capacité d'Israël à aider les pays africains dans les domaines de la haute technologie, mais également de l'économie, et notamment de l'agriculture et d'autres domaines. Et je crois que sa prestation a été très bien accueillie. Et nous avions plusieurs points importants à l'ordre du jour de ce sommet. D'abord, la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Et moi, je me félicite de cette demande car le Maroc est un partenaire important de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays de la sous-région. Et cette demande d'adhésion a été accueillie favorablement. Et nous avons demandé donc au président de la Commission de mettre en œuvre toutes les procédures qui permettraient de faire de cette demande une réalité dans les mois à venir. Nous avions également une demande de la Tunisie pour avoir un rôle d'observateur à la CEDEAO, qui était d'ailleurs le rôle que le Maroc avait depuis plusieurs années. Et cette demande a également été agréée. Et enfin, nous avions une demande d'association de la Mauritanie, qui en son temps a été membre fondateur de la CEDEAO en 1975 et qui avait quitté la CEDEAO et qui maintenant demande à revenir en qualité de membre associé. Nous avons accepté cela tout en encourageant la Mauritanie de revenir au sein de la CEDEAO. C'était donc des dossiers importants. Et moi, je me réjouis tout particulièrement de ces décisions qui montrent d'abord que la CEDEAO est une structure régionale qui fonctionne bien et qui peut attirer d'autres pays. Et par conséquent, l'élargissement de la CEDEAO à ces pays, que ce soit en tant que membre, en tant qu'observateur ou en tant que membre associé, est une excellente chose pour l'image de la sous-région. Et nous avons également, à l'occasion de ce sommet, puisque c'était la fin du mandat de Mme Johnson Sirleaf, élue à l'unanimité, le président Faure Gnassingbé du Togo comme nouveau président en exercice
de la CEDEAO. Le Bureau de coordination des programmes Emploi Jeunes et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire ont signé une convention qui vise à améliorer l'employabilité de 4000 jeunes à travers leur participation à des travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre et au programme d'appui à l'insertion qui les accompagne. Coût du projet, plus de 2 milliards de francs CFA. Les précisions de Grace Kando. Plus de 2 milliards de francs CFA pour améliorer l'employabilité de 4000 jeunes. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du projet Emploi Jeunes et développement des compétences PGDEC, financé par la Côte d'Ivoire à travers la Banque mondiale. 10 régions et districts vont bénéficier de ce projet à travers leur participation à des travaux d'utilité publique et au programme d'appui à l'insertion. Pour assurer la bonne exécution du projet, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et le Bureau de coordination des programmes emploi ont signé une convention. C'est un moyen pour nous de transférer non seulement des ressources financières vers ces collectivités, mais aussi de transférer la technicité, le savoir-faire, pour qu'une fois le projet achevé, le financement clôturé, que les directions techniques des mairies, mais aussi des conseils régionaux, puissent continuer à mettre en œuvre ces activités. Les communes bénéficiaires et l'UNICOSI ne peuvent que s'en réjouir, dans la mesure où le BCP Emploi, en les aidant à atténuer la question préoccupante du manque d'emploi, les appuie également à accroître leur capacité d'offre de services à leurs administrés, notamment en matière de salubrité urbaine. En vue d'obtenir de meilleurs résultats, les bénéficiaires ont été exhortés à s'approprier cette action. J'exhorte les communes bénéficiaires à saisir cette belle opportunité d'insertion de leurs jeunes en conduisant avec succès les différents sous-projets. C'est ensemble que nous parviendrons à relever le défi de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Une enveloppe de 25 milliards de francs CFA a été dégagée pour la phase 2. Ce financement permettra d'améliorer l'accès de 31 500 jeunes à l'emploi. Il a été constaté que les dirigeants africains accordent peu d'intérêt à la recherche dans leurs différents programmes de développement. C'est le constat fait donc par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des cultures africaines et de ses diasporas. Au cours d'une conférence débat tenue à Abidjan, le professeur Achiseka Antoine a fait l'état des lieux de la recherche en Côte d'Ivoire. L'académicien exhorte les dirigeants à s'inscrire dans le financement de la promotion et la promotion de la recherche, gage d'un développement certain. On en parle avec Serge Collier. Il existe des chercheurs en Côte d'Ivoire, des chercheurs qui, contrairement à certaines allégations, cherchent et trouvent. C'est en tout cas la conviction du professeur Achiseka Antoine. Pour le conférencier, la difficulté majeure dans le secteur de la recherche reste le financement. Les dirigeants africains accordent peu d'intérêt aux travaux de recherche. Il faut un effort, il faut une volonté politique, une organisation rationnelle pour aller de l'avant dans la recherche. Au cours de ces échanges, les participants ont plaidé pour la valorisation du secteur de la recherche. On demande avec la réunion de Lagos que les pays consacrent 1% de leur PIB. Aucun pays africain n'est arrivé encore là. L'émergence, on a dit, il faut adosser ça sur une recherche compétitive. Donc cette émergence-là, pour que la recherche soit compétitive, nous on a dit qu'il faut des pôles de compétences qui réunissent ces compétences nationales autour des thématiques et avec les moyens communautaires qui sont mis à leur disposition, nous pensons que nous résolvons deux problèmes à la fois, aussi bien le problème humain et le problème matériel pour avoir des résultats de la recherche. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des débats académiques de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des cultures africaines et de ses diasporas. Il n'y a pas eu photo. Les Pays-Bas ont écrasé la Côte d'Ivoire 5-0 dimanche à Rotterdam dans la foulée de leur succès face au Maroc, 1-2. Pour les Néerlandais, c'est le signal d'un regain de forme avant le rendez-vous capital face au Luxembourg. Pour Marc Wimotz, c'est une première douloureuse sur le banc ivoirien. Jourier et ses camarades
Le ballon est levé. Attention, c'est tête et le premier but. Le premier. 1-0 pour les Pays-Bas. On revoit le ballon dans l'espace. La sortie et la faute. Frappe et il prend à contre-pied. Sangaré Badra Ali. 2-0 pour Robben. Attention sur le poteau. C'est tellement le ballon de 3-0. Oui, il était au second poteau. De Yann. Et pour la 4e fois, il va aller chercher. Pas terminé. Vainadoum qui va frapper. Sangaré Badra a repoussé. Et le 5e but. Le 5e but. Signé cette fois Janssen. Il ne fallait pas. L'actualité internationale en bref, un accord a été signé à Kampala hier dimanche entre le gouvernement sud-soudanais de Salva Kiir et des représentants de la rébellion, le SPLA de Riek Machar. L'accord concerne l'état de Yei, théâtre de combats sanglants depuis des mois. Après les attentats de Londres, Donald Trump a réagi avec un mélange de sympathie en offrant la coopération des États-Unis aux Britanniques, mais aussi de critiques à l'égard du maire de Londres et d'opportunisme pour pousser son décret sur les voyages. Comme d'habitude, il n'a pu s'empêcher de se tirer une balle dans le pied avec divers tweets maladroits. Attaque de Londres toujours, l'enquête avance. Des perquisitions ont eu lieu hier dimanche dans le quartier populaire de Barking, dans l'est de Londres, où une douzaine de personnes ont été arrêtées. 4 femmes se couvrant le visage d'un foulard ont été amenées dans un fourgon par les forces de police. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque dimanche soir. Et puis pour terminer, l'Arabie saoudite, l'Égypte, Bahreïn et les Émirats arabes unis ont tour à tour annoncé lundi la rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusé de soutien au terrorisme, y compris Al-Qaïda, le groupe État islamique et les frères musulmans. Bonne journée sur RTI. Merci Hamza. Merci. On vous retrouve tout au long de la journée, ou du moins, en tout cas, ce qui est sûr, c'est un visage que vous devez absolument rencontrer sur les chemins de RTI 1 dans le volet information. Merci beaucoup et très bonne suite de journée à vous. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs, de nous regarder à travers le monde entier. On salue toutes ces personnes-là qui, à travers le monde, nous regardent. Salutations spéciales à Mme Gisèle Bric, à qui on fait un gros coucou, téléspectatrice fidèle donc de Matin Bonheur et toute Moya. Alors, nous allons commencer maintenant, dans quelques instants seulement, notre débat. Vous savez que le lundi, il y a débat, instant vérité, avec donc Gabriel Zani. À l'entame de ce rendez-vous, nous avions annoncé M. Blé Guirao. Eh bien, donc, nous lui souhaitons vraiment beaucoup de courage parce qu'il traverse, il est frappé par un deuil. Donc, il ne sera pas avec nous, mais nous avons eu la chance d'avoir donc M. Adama Diomandé qui a répondu à notre invitation. Nous profitons de l'occasion pour le remercier. Il est le président de l'Association de défense de la démocratie et des libertés. C'est avec lui que la discussion commence maintenant. Gabriel Zani aux commandes, c'est parti. Bonjour à tous et à tous. Merci de nous suivre dans Matin Bonheur et bien évidemment dans Instant Vérité. Adama Diomandé est le président de l'ADDL, Association de défense de la démocratie et des libertés, créée en 1994. Cet homme qui vit en France depuis des décennies ne cesse de se prononcer sur les questions sociopolitiques. Mais en quelle qualité? Société civile ou partisan du parti au pouvoir? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Instant Vérité s'intéresse à Adama Diomandé. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Diane. Bienvenue sur le plateau d'Instant Vérité. Merci de m'avoir invité. Alors, Adama Diomandé, vous êtes à Abidjan à la faveur du Forum de la diaspora. Quel est votre avis sur le rôle que peut jouer la diaspora ivoirienne dans l'économie de la Côte d'Ivoire? Le rôle que joue la diaspora ivoirienne dans l'économie de notre pays est très important déjà. Bien que ce n'est pas quantifié, ce n'est pas canalisé, mais le gouvernement actuel a pris une bonne initiative. Depuis la cession du président Alassane Ouattara au pouvoir, l'immigration ivoirienne, les Ivoiriens de l'extérieur qui travaillent en dehors de la Côte d'Ivoire sont reconnus. Mais il faut dire que, bien avant, l'Ivoirien n'était pas immigré en France ou ailleurs. L'immigration ivoirienne n'était pas connue comme l'immigration du Sénégal. La question que je pose, monsieur Diomandé, oui. La question que je pose, quel est l'apport ou bien quel est le rôle que peut jouer la diaspora ivoirienne dans l'économie du pays? Voilà la question. La question est simple, mais en même temps
vaste. Parce que n'étant pas l'économie de la diaspora n'étant pas qualifiée, canalisée, on ne peut pas donner un chiffre comme ça. Mais dans la construction et même dans les entreprises créées, beaucoup sont d'origine des Ivoiriens de l'extérieur. Maintenant, à la faveur de la deuxième assise de la diaspora ivoirienne à l'Hôtel d'Ivoire avec le ministre Ali Koulibaly, et encore ça a été confirmé par le Premier ministre, toute l'économie, les transferts des Ivoiriens de l'extérieur seront canalisés et quantifiés. Là, on pourra donner en ce moment un chiffre. D'accord. Vous êtes en France depuis des décennies, je crois 40 ans. Oui. Voilà. Oui. Alors, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait en termes d'investissement en Côte d'Ivoire? Non, mais il ne s'agit pas d'une question personnelle. Je serai un peu discret là-dessus, mais mes apports... Non, dites-nous, vous avez au moins une activité, vous avez pu participer à votre humble niveau à créer des emplois en Côte d'Ivoire. Vous avez peut-être une PME. Dites-nous juste en quelques mots. Non, je n'ai pas de PME, mais bon, je m'occupe de ma famille, des plantations que j'ai reçues en héritage. Et puis maintenant, comme vous avez signalé, ça fait près de 40 ans que je vis en France, j'amorce le retour maintenant et je serai sur place parce qu'il n'est pas évident pour les Ivoiriens de l'extérieur d'être à l'étranger et investir. On a eu beaucoup de devoirs et moi-même j'en ai subi. D'accord. Donc, à côté de vos activités que vous ne voulez pas mentionner ici, vous avez l'ADDL. Alors, oui. C'est quoi exactement? C'est une association de type loi 1901 qui défend la démocratie et la liberté. Et nous sommes impliqués, nous prenons position dans des situations politiques et cela n'est pas caché. Moi, je pense d'ailleurs que les associations dites associations civiles doivent prendre position en politique. Non. Car oui, allez-y. L'association, l'ADDL, doit prendre position en politique. Et autres associations. Et autres associations. Oui, oui. Pourquoi ce mélange de genres? Pourquoi? Ce n'est pas un mélange de genres. Il y a, en réalité, quand on ne fait pas la politique vous fait. Moi, je pense qu'il faut s'impliquer dans la politique. Je n'ai pas dit la politique politicienne. La société civile doit s'impliquer dans la politique pour se faire écouter. Même les dirigeants des associations de la société civile ne doivent pas se voiler derrière... Mais la société civile, dans la société civile, c'est vrai ce que vous dites, vous devez prendre position et tout cela, mais en même temps, la société civile recouvre, je veux dire, des associations, des ONG de nature à défendre les droits de l'homme, à s'opposer même à la politique ou encore aux politiques. Oui, mais une opposition frontale, moi je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Il faut s'impliquer dans les partis politiques pour faire évoluer. Bien évidemment, quand on a épousé cette démarche, on ne peut pas être dirigeant de parti politique, mais on peut s'impliquer dans la politique. On peut être, comme moi je le suis d'ailleurs, je suis impliqué dans la politique pour faire évoluer mon parti et faire comprendre le message de la société civile. Pour faire évoluer votre parti. Votre parti, c'est quoi? C'est un parti politique non, ou bien... Non, vous savez, pour moi, la Côte d'Ivoire est plus importante que les partis politiques, que les politiciens. Donc, j'envoie souvent des messages à mon parti politique venant de la société civile. C'est pour ça que je suis utile dans mon parti. L'ADDL, c'est une société civile, en même temps, un mouvement politique. Qu'est-ce que c'est? L'ADDL est une association de partis civils, mais impliquée dans la politique. Mais ça, on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre. Pourtant, c'est simple. Je dis que quand je suis dans la société civile, je suis un civil. Quand je suis en politique, je fais passer le message de la société civile parce que le politique est censé de servir le pays et le pays est composé en majorité de personnes civiles. Dans votre association, comme vous le dites, vous intervenez dans le domaine politique, donc vous prenez souvent position. Oui. De la littérature que j'ai eu à faire sur, sur vos activités, oui. Vos prises de position sont vraiment très tranchées.
et vous êtes souvent en train de prendre parti pour le pouvoir. Ça, je ne m'en cache pas, mais bon, ça peut changer. Et je demande aussi, parce que un parti politique travaille pour son pays, qu'il soit dans l'opposition ou au gouvernement. La première priorité d'un parti politique, c'est de servir son pays. Et vous m'avez... ma prise de position n'est pas du tout cachée. Je conseille aussi à l'opposition de s'organiser de telle sorte qu'il soit un recours aux politiques qui se fait. On ne peut pas rester dans l'amertume. Pour la Côte d'Ivoire, il faut évoluer. Oui, il faut évoluer, mais en même temps, la question qui me vient vraiment à l'esprit, c'est que vous avez une association de défense de la démocratie et des libertés. Oui. Normalement, vous devez vous prononcer sur des questions qui relèvent de votre compétence. Normalement, sur l'immigration clandestine, sur, par exemple, la maltraitance subie par les Ivoiriens dans les pays arabes. Alors, on ne vous voit pas souvent sur ces questions-là, mais plutôt sur les questions politiques, vous donnez de la voix. On ne comprend pas pourquoi. C'est ce qui est visible. Bon, vous, les journalistes, quand vous m'interrogez, vous me posez la question sur la Côte d'Ivoire. Mais je vous assure que sur les questions de l'immigration ou de maltraitance des étrangers, la DDL prend position. Nous sommes membres fondateurs du CRAN, le Conseil associatif des Africains noirs en France. Nous prenons position. En ce qui concerne l'immigration, notamment l'immigration vers l'Europe, nous, à notre époque, nous n'avions pas, parce que moi je suis parti de la Côte d'Ivoire en 1976, juillet 1976, on n'avait pas ce problème-là. On rentrait sans visa en France, mais ce n'est plus le cas des jeunes générations qui disent aller se chercher. En réalité, ils vont se perdre dans la mer. On va revenir, c'est vrai, ils vont se perdre dans la mer, mais en même temps, c'est votre rôle d'interpeller les politiques là-dessus, pas de prendre position pour le pouvoir. C'est votre rôle de dire, ah, attention, on a un rapport qui est sorti, voilà, il y a tel nombre d'Ivoiriens qui ont péri dans la Méditerranée. Voilà, vous avez fait déjà un rapport sur l'immigration clandestine? Mais bien sûr, le gouvernement le sait. Mais le rapport n'est pas sorti, on n'a pas eu connaissance de cela. Tout ne se dit pas. Mais justement, ça doit se dire sur la question de l'immigration clandestine. Je vous ai dit, dès la de notre débat, qu'il n'y avait pas, la Côte d'Ivoire ne considérait pas les Ivoiriens de l'extérieur comme des immigrés. Non, on vous parle de maintenant. Non, je parle de maintenant. Là, la question qui se pose, non, monsieur, on va reprendre, on va revenir dans le débat. La question qui se pose, c'est que l'immigration clandestine est un vrai fléau. Et vous, en tant qu'association, en tant que président de l'association de défense de démocratie et des libertés, vous devez prendre position. Vous ne prenez pas position sur l'immigration clandestine, vous prenez position plutôt sur les questions politiques en Côte d'Ivoire. On ne comprend pas pourquoi. Et vous, vous êtes aussi enfin, vous vivez à l'étranger, vous vivez en France. Vous devez prendre position justement. Je prends position sur l'immigration. C'est vrai que ce n'est pas une position publique comme la prise de position sur la politique. Mais c'est la politique qui contrôle l'immigration. Tout dépend de la politique. Donc, quand on est au sein d'un parti politique, on peut faire passer ses idées. En ce qui concerne l'immigration, notamment l'immigration de la jeunesse ivoirienne, vous savez, notre pays... Vous n'avez pas répondu à la question. Je réponds. Vous ne répondez pas à la question. Vous voulez donner votre avis sur l'immigration ici. Tout à l'heure, vous avez donné votre avis sur l'immigration. Mais répondez à la question de savoir pourquoi vous donnez de la voix sur les questions politiques et les questions sensibles telles que l'immigration clandestine. On ne vous entend pas, vous restez muet. Je vous ai dit que je prends position. Déjà, c'est une réponse. Maintenant, je vais vous donner une position ferme. Je souhaite que le gouvernement, et ça, j'ai entamé déjà les démarches, contrôle la sortie de cette jeunesse qui va se perdre en mer. Je souhaite aussi que le gouvernement crée des cadres, notamment dans l'agriculture, parce que j'ai sillonné la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a la potentialité de maintenir cette jeunesse-là dans l'agriculture et dans d'autres choses. Il suffit de leur donner les moyens. Heureusement qu'il y a un ministère chargé de la jeunesse et de l'emploi
qui a commencé, moi-même j'ai visité ce site-là, il y a énormément de potentialités, mais ce n'est pas connu. Moi, j'invite le gouvernement de le faire pour éviter à notre jeunesse d'aller se échouer. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a une déportation volontaire de la jeunesse africaine vers l'Europe. Souvent, ils vont faire des travaux qu'ils refusent de faire ici. Moi, je dis, un jeune qui peut économiser 3 millions pour aller en Europe peut l'investir en Côte d'Ivoire et s'en sortir. Bien. Et quel est donc l'avis de l'ADDL sur la maltraitance des Ivoiriens dans les pays arabes? Il n'y a pas que les Ivoiriens, c'est les Africains en général. Pas de la Côte d'Ivoire. Oui, mais je suis africain aussi. Et il n'y a pas que les Ivoiriens qui sont maltraités. Sachez que nous faisons des rapports à l'ONU et nous écrivons aux ambassades concernées qui maltraitent nos concitoyens. Et ça, nous signalons aussi à temps utile à nos gouvernants, surtout l'Afrique. C'est les Africains qui doivent prendre leur destin en main. C'est les gouvernements africains qui doivent processer à un haut niveau vers ces pays arabes. Que doit faire le gouvernement ivoirien de façon concrète pour limiter le départ de nos jeunes frères ivoiriens et même africains vers les pays de l'Europe? Que doit faire le gouvernement, je veux dire, ivoirien? Restons dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement est déjà à la tâche. Vous voyez que si nos jeunes gens ont des problèmes en Libye, au Maroc, en Algérie, le gouvernement prend cet aspect en charge et même notre gouvernement a rapatrié des ressortissants ivoiriens tout récemment. Maintenant, la position de notre pays est... Non, la position de l'ADDL, pas de notre pays. La position en Afrique de notre pays est un atténuat de réserve à l'immigration africaine vers l'Europe. Vous voyez, tous les Ivoiriens arrêtés en Italie tout récemment, on disait que c'était des Ivoiriens. Mais quand on fouille, au fond, il y a plusieurs ressortissants de l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'immigration vers l'Europe est assez complexe. On ne peut pas débattre de ça dans une émission. C'est complexe, mais en même temps, vous ne répondez pas à la question. Je vous ai répondu. Peut-être que la réponse ne vous satisfait pas. Vous, en tant que président de l'ADDL, quelle proposition concrète vous faites au gouvernement de Côte d'Ivoire pour limiter le départ des Ivoiriens vers l'extérieur? Voilà la question. J'ai fait une proposition tout à l'heure. J'ai dit que le gouvernement doit faire plus pour maintenir la jeunesse ivoirienne sur place, notamment dans l'agriculture, notamment de donner la possibilité aux jeunes gens qui sont formés ou pas bien formés d'acquérir un métier et ils peuvent rester en Côte d'Ivoire, ils ont leur avenir ici. D'accord. Une question pour clore. Vous avez été candidat malheureux aux récentes législatives. Quelles leçons avez-vous tirées de cet échec? Oui, rapidement. Il y a 3 ans, 4 ans de ça, c'était à la mairie de Zikisso, mon village natal, bien que je m'appelle Adama Diomandé, mais je suis attaché, moi je pense qu'un Ivoirien est chez lui partout. Et je suis attaché à la terre de Zikisso. Évidemment, le fait que je vivais en France, mon parti ne m'a pas soutenu totalement. Mais ça, c'est une leçon politique. Je pense que je ne suis pas passé par le schéma du parti et c'est pour cela que le parti ne m'a pas soutenu. On m'a expliqué après. Mais prochainement, je sais le chemin et je vais prendre ce chemin-là. D'accord, ok. Merci, monsieur Adama Diomandé. Merci de m'avoir invité. Oui, d'être venu plaisir sur le pour plateau moi pour être la Instant première fois sur la chaîne, sur notre chaîne RTI 1. D'accord, donc merci d'être venu sur le plateau de Instant Vérité. Je vous remercie. Nous apporter ces éclairages sur les domaines d'intervention de l'ADDL, l'Association de défense de la démocratie et des libertés dont vous êtes le président. Oui, alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette rubrique. Restez avec Marco, Matin Bonheur continue.
Merci beaucoup à vous, Gabriel Zani. Merci également à votre invité, M. Adama Diomandé, président de l'Association de la démocratie et des libertés. C'est toujours très intéressant, Instant Vérité. Merci une fois de plus, Gabriel Zani. On va passer à la pub et on revient juste après pour le dernier boulevard de cette émission. Savourez chaque moment de bonheur avec le thé Olinda. Du nouveau chez Olinda. Découvrez un café exceptionnel. Olinda Pur Café. Pour se parler. Pour l'embrasser. Pour lui sourire. De la menthe, de la fraîcheur, du fluor, de la blancheur, du calcium, de la protection, pour lutter contre les caries et garder des dents fortes. Dentigel par amour. Sivop. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. 7h03 partout en Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'être avec nous pour ce premier rendez-vous de la semaine. Excellent lundi de Pentecôte à toutes et à tous. Nous allons recevoir dans quelques instants seulement M. Jean-Baptiste Kouadio, auditeur financier. Vous avez certainement en souvenance de son intervention il y a quelques jours déjà sur ce même plateau. Il nous parlait des coopératives, il a éclairé bon nombre de lanternes. Et c'est à juste titre que la rédaction en chef a voulu reconduire donc le thème aujourd'hui ce matin avec lui. Nous allons parler bien sûr de la gestion des coopératives. C'est juste après ça. Voilà. Il est installé, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, M. Kouadio? Ça va très bien. Et les coopératives en Côte d'Ivoire se portent bien? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas, oui, ça tombe bien. Vous allez nous dire pourquoi vous ne croyez pas. Mais juste après cet élément récapitulatif, ou du moins explicatif, qu'on appelle la thématique. C'est parti. La coopérative se définit comme étant une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective, où le pouvoir est exercé démocratiquement. Elle permet à des individus de se regrouper et de réunir leurs moyens afin d'atteindre un objectif commun qui leur serait difficile d'atteindre individuellement. Moi, je pense que quelqu'un qui se met au devant d'une coopérative doit tout d'abord avoir le sens du partage, se préoccuper de son groupe parce que c'est lui la tête en fait du groupe. Donc s'il n'est pas disposé et s'il n'a pas le sens du partage, ça sera vraiment difficile de pouvoir organiser la gestion d'une coopérative. Nous voyons le plus souvent les associations des femmes, des marchés, au Duco, qui est où j'habite, non loin, qui est géré par cette femme-là elle-même. On va plutôt parler de nos mamans qui sont dans des coopératives au sein du marché. On va dire que grâce à ces coopératives, elles arrivent à joindre les deux bouts. Et encore, ces coopératives-là qui permettent à certaines femmes qui n'ont pas l'opportunité d'investir dans certains domaines d'activité se retrouvent en train de pouvoir avoir plus ou moins les moyens de pouvoir investir, de pouvoir s'orienter vers d'autres activités. Les avantages en association, vous êtes plus privilégiés parce qu'au niveau même des banques, au niveau même de l'État, l'État prend plus en considération quand c'est un groupement. Et quand c'est un individu, c'est difficile. Même les banques, le plus souvent pour financer, sont plus activées par rapport au groupement.
Toute entreprise, qu'elle soit commerciale, industrielle ou coopérative, a pour but de se développer. Et pour cela, elle a besoin d'une bonne gestion qui, en effet, est une notion très complexe puisqu'elle s'applique à un ensemble de personnes et de biens matériels. Compte tenu de son organisation administrative, ne pouvait être fondée que sur le principe de la démocratie. Son organisation administrative repose sur ses membres qui sont les seuls compétents à pouvoir gérer et administrer leurs entreprises. Ils ne partagent leur pouvoir avec aucun autre groupe de personnes, ni même avec une autorité publique. Mais si la coopérative reste différente des entreprises capitalistiques animées par la recherche du profit, la réalisation de son objet social, quel qu'il soit, nécessite un apport financier. Il ressort alors qu'une structuration organisationnelle et financière rigoureuse est donc capitale pour l'essor de toute coopérative. Voilà, retour sur ce plateau. Le constat est clair au niveau des coopératives. Quand on discute avec vous, on sent qu'il y a des choses qui manquent. Et vraiment beaucoup de choses. Pouvez-vous nous rappeler, M. Kouadio, je rappelle que vous êtes auditeur financier. Est-ce qu'on peut nous rappeler le rôle des coopératives quant à l'élimination de la pauvreté en milieu rural et la création d'emplois? Bien, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Cette réinvitation? Cette réinvitation, c'est ce que j'allais dire justement. Cela témoigne de l'intérêt que vous portez à ce thème. Et je souhaiterais qu'il en soit ainsi pour nos élus, les conseils régionaux, les députés, les conseillers économiques et sociaux, le corps préfectoral qui est auprès des populations rurales. Pour répondre à votre question, les coopératives contribuent effectivement à l'élimination de la pauvreté par l'accroissement des moyens financiers aux mains des coopérateurs. J'ai pris un exemple ici la dernière fois où, pour illustrer cela, on va prendre une population qui produit de la banane ou bien de l'igname et qui n'est pas en coopérative. Il y a un commerçant privé qui va prendre l'igname à 100 francs le kilo, qui vient revendre à 500 francs le kilo. Donc, le coopérateur ne reçoit que 100, non, l'agriculteur ne reçoit que 100 francs, le commerçant reçoit 500 francs. Lorsqu'il déduit ses frais généraux, à 100 francs par exemple, il obtient 300 francs. Et les 300 francs, c'est pour lui, il s'en va où il veut avec. Par contre, si cette population se met en coopérative, la coopérative décide que le prix d'achat au kilo de l'igname aux paysans est de 250 francs. Donc vous voyez que tout de suite, il est passé de 100 francs à 150 francs. Donc ses revenus financiers ont augmenté. Mais il n'y a pas que ça. Lorsque nous sommes ensemble, dans une coopérative de 3000 personnes par exemple, nous consommons chacun 4 machettes par an. Ça fait 12 000 machettes. Mais on ne va pas acheter les machettes dans le commerce traditionnel. On va s'adresser à l'industriel. Et cette fois-ci, c'est les directeurs commerciaux de ces entreprises-là qui vont courir derrière la coopérative. Et comme j'achète en gros, les prix baissent. Vous voyez que le revenu du paysan, il augmente à la vente, mais ses charges baissent parce qu'on fait des consommations en gros. Voilà. Ça, on contribue à l'élimination de la pauvreté. Absolument. Bien. Et comme le paysan commence à gagner beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'investir. Il veut construire une maison, par exemple. Mais pour construire la maison, il faut bien qu'il s'adresse à un entrepreneur. Cet entrepreneur va prendre tous les corps de métier, donc tous les peintres, les carreleurs, tout ce monde-là commence à gagner de l'argent. Donc, le coopérateur vient de créer de l'emploi. Mieux, tout à l'heure, j'ai dit, le commerçant privé, lui, il prend ses 300 francs, il s'en va à la maison. Mais si c'est la coopérative, les 300 francs restent dans les caisses de la coopérative. Et quand la coopérative constate qu'il y a des problèmes dans la région, c'est elle qui décide de résoudre ses propres problèmes. Justement, parlant de caisse, parce qu'on a passé du temps, parlant de caisse. On parle de caisse, on parle d'argent. Oui. Alors pourquoi et comment on gère une société coopérative? Parce que c'est là finalement le nœud du problème. C'est dans la gestion, au quotidien. C'est un des problèmes. C'est un des problèmes. Je vais répondre à la question. Pourquoi faut-il gérer la coopérative? Dans l'élément qui est passé, on a vu que la gestion... Pourquoi et comment? Voilà. Pourquoi? Parce que les retombées dont j'ai parlé tout à l'heure,
Si la coopérative n'est pas gérée, mais on n'aura pas ça. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ah bon? Voilà pourquoi les coopératives n'arrivent pas à apporter le bonheur aux masses rurales, au peuple, aux populations autochtones, aux populations... Donc vous voulez dire que dans l'ensemble, les coopératives en Côte gros, d'Ivoire sont mal gérées? Sont mal gérées. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a le site du ministère de l'Agriculture. Si vous allez là-bas, vous allez voir qu'ils disent que c'est... Dans les coopératives qui existent, il y a seulement 8% et encore qui sont bien gérées. Il y a 90% qui sont inefficaces parce que mal gérées. Alors c'est quoi, M. Kouadio, une bonne gestion? Une bonne gestion d'une coopérative, on va commencer par une maquette, le carré coopératif. Le carré coopératif, il y a une maquette qui fait appel à toutes les parties prenantes de la coopérative. D'un côté, nous avons ce qu'on appelle le groupe coopératif, c'est-à-dire l'ensemble des coopérateurs. Et ce groupe coopératif va se subdiviser en deux. Il y a l'ensemble des coopérateurs et de là, on va élire un conseil d'administration. Ceux qui vont être à la tête de la coopérative. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, vous êtes agriculteur. On vous met à la tête de la coopérative. Cela ne fait pas de vous un gestionnaire. Vous êtes là pour administrer. Et dans le carré coopératif, il y a la partie entreprise. Cette partie entreprise-là, ça doit être animé par des gens bien formés. Des professionnels de la gestion. Des professionnels de la gestion. C'est-à-dire que les planteurs, voilà. Les planteurs ou ceux qui sont réunis en coopérative ont une entité, ils délèguent quelqu'un parmi les pairs, là, du sérail, quelqu'un du sérail pour être à la tête du conseil d'administration. Voilà. Maintenant, il va valider tout ce que l'administrateur va faire au quotidien. Voilà, et le conseil d'administration va recruter un professionnel qui va gérer l'entreprise. Qui est là pour ça, qui connaît le travail. Son travail, c'est de gérer l'entreprise. Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un ou du village, non. Enfin, il n'a rien à voir avec le village. Voilà. Parce que très souvent, c'est l'amalgame qu'on fait. C'est très souvent l'amalgame qui est fait. Et je dis toujours, mais si vous voulez que ce soit l'enfant de votre village qui gère la coopérative, mais faites-lui faire la formation en gestion des coopératives. Faites-lui faire la formation. Et lui, son rôle, il va gérer l'entreprise coopérative. Donc, gérer une coopérative, ça se passe à 3 niveaux, 3 strates. La gestion du groupe coopératif. D'accord. C'est-à-dire comment apporter le bonheur aux coopérateurs. Mais c'est pour ça qu'ils ont créé leur entreprise. Je vais me référer au professeur Nyangoran Bois, qui à l'époque avait stratifié la société à 3 niveaux. Les en haut, les au milieu, les en bas. Mais en bas, il y a en haut et en bas, au milieu et en bas, en bas et en bas. Au milieu, c'est la même stratification et chose. Donc, la coopérative, le gérant, le directeur de la coopérative, son rôle, c'est comment prendre celui qui est en bas de en bas pour l'amener vers le en haut de en haut. Son rôle, c'est comment prendre celui qui est en haut de en haut à tirer ceux qui sont en bas de en bas pour qu'on ait une société beaucoup plus égalitaire, plus juste, où les différences les plus criardes ont disparu. Donc c'est ça, gérer le groupe coopératif. Mais il faut connaître leurs besoins. On va aller chercher leurs besoins. Le directeur de la coopérative doit connaître individuellement chaque coopérateur, connaître ses problèmes. Vous voyez que c'est difficile, mais si vous êtes le président du conseil d'administration, vous avez votre plantation, vous devez vous occuper de votre plantation. Vous n'avez pas le temps de gérer l'entreprise coopérative. Il faut quelqu'un qui est libre, qui a équidistance de tout le monde. Ça. Franchement, qui peut aller... Il faut planifier. Dans la planification, il y a la planification stratégique, c'est-à-dire imaginer le futur des coopérateurs. Mais vous, on ne vous a pas appris en tant que conseil d'administration à planifier. Après, ça c'est la planification stratégique, il faut faire la planification opérationnelle. Est-ce que vous connaissez ça? Donc vous ne pouvez pas prétendre, vous administrez, laissez le gérant
gérer. Monsieur Kouadio, c'est trop difficile à faire dans nos pays en voie de développement. Oui. Parce que j'imagine que, et c'est vrai parfois, on peut de loin dire qu'ils ont raison, ils ont créé leur coopérative, ils veulent que ce soit géré par quelqu'un qui vient de chez eux. Qu'il soit bien formé ou pas, eux, ils veulent que ce soit quelqu'un de chez eux. Voilà. Parce que, voilà, c'est ça. Moi, je pense que c'est au niveau peut-être psychologique, mais je ne sais pas à quel niveau il faut agir. Merci beaucoup. Parce que dans la gestion du groupe coopératif, c'est le gérant. Lui, il sait. Il va enseigner, il va former, il va éduquer les coopérateurs sur les principes coopératifs, sur les valeurs coopératives, comment maintenir la cohésion du groupe. Comment faire accepter aux gens que, même si c'est une coopérative de votre village, le gestionnaire peut ne pas être de votre village. Vous pouvez ne le connaître ni d'Adam ni d'Ève, mais il peut faire votre bien. Ça, c'est un combat, hein? Oui, mais, M. Gouvoy, moi, je suis surpris. On me dit qu'en Afrique, c'est la solidarité. Normalement. Donc, ça devait couler des sources. Mais on constate que ça ne coule pas des sources. Quand il y a une affaire d'argent, la solidarité devient un S minuscule. Hein? Oui. Quand il y a une affaire d'argent, le S de solidarité devient... Malheureusement, les gens ne voient que l'argent. C'est ça. Le gestionnaire, le directeur, vous le payez pour quoi? Vous le payez pour qu'il aille chercher les marchés porteurs pour vous. Absolument. Vous le payez pour qu'il fasse baisser vos charges. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut prendre quelqu'un qui a été formé. Et je vous assure que l'UFR des sciences économiques à Abidjan forme des maîtrises en management des organisations à qui on enseigne la gestion des coopératives. Donc, les coopératives ont où aller chercher leurs gestionnaires. Mieux, je leur dis, si vous venez, vous voulez un baoulé, je vais vous donner un baoulé, vous allez partir avec lui. Vous voulez un goula, je vais donner un goula, vous allez partir avec lui. Parce que les jeunes gens qu'on forme ici, ce n'est pas par ethnie ou bien on prend une masse, l'université les recrute et puis on les forme. On les met à la disposition des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, comme vous l'avez dit, il faut voir loin. Demain, il faut aller au-delà. La coopérative peut jouer un rôle encore plus grand que ça. Moi, j'ai vu un documentaire, quand je préparais l'émission avec vous, on a vu un documentaire en Indonésie où la coopérative a un hélicoptère. Mais vraiment, c'est un autre niveau, hein. Ou un hélicoptère, où la coopérative a des drones pour surveiller un peu la météo par rapport aux plantations. Absolument. Ça me fait passer... on a parlé de la gestion du groupe coopératif. On a parlé de la gestion de l'entreprise coopérative. Donc, le troisième niveau, c'est la gestion des services d'appui aux coopérateurs. Nous allons prendre l'exemple d'une coopérative agricole. En dehors des problèmes de terrain que le directeur ne peut pas résoudre, mais les problèmes de planting, c'est lui. Le paysan, il a besoin de quoi? Il a besoin de semences, il a besoin d'engrais, il a besoin de machettes, il a besoin de tout ça. Mais il ne sait pas. Vous allez partir dans certains villages, je vous assure, il y a des gens qui empruntent une machette à leurs voisins pour aller au champ. Il y a des gens qui empruntent une paire de bottes pour aller au champ. Comme toi, tu n'es pas allé au champ aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner ta machette? C'est grave. Donc, le directeur, lui, il sait ça. Donc, il va s'adresser à une maison qui produit des machettes, qui produit des limes, qui produit des bottes, qui produit de l'engrais, qui produit tout ça. Il va arranger ça. Et on lui a appris ça à l'école. Comment traiter avec les gens. Et peut-être que le directeur commercial de l'autre côté, il a fait l'école avec lui. Peut-être que le banquier a fait l'école avec lui. Donc, ça arrange les choses. C'est que toi, président du conseil d'administration, tu ne connais pas. Mais une fois que vous avez fini ça, il y a la récolte, il y a les problèmes de main-d'œuvre. Mais lui, on lui a appris comment résoudre le problème de main-d'œuvre. Quand vous avez récolté, il ne faut pas que le produit reste dans la plantation. Il faut collecter, regrouper, transporter jusqu'au magasin de la coopérative. Mais les problèmes de camions, les problèmes de logistique, les problèmes de ceci, mais on lui a appris à faire ça. Et puis comment vendre, on lui a appris à faire ça. Et une fois qu'il a vendu, comment les payer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez, on nous apprend que dans les zones où les gens sont très pauvres, il faut payer cash avant de prendre le produit. Parce que si vous ne payez pas cash, le pisteur, il est à côté. Il est aux alentours. Il est aux alentours, il guette. Donc, dès que vous ne pouvez pas payer, mais le planteur, il a besoin d'argent pour scolariser son enfant.
Il a besoin d'argent pour acheter du sel. Il a besoin du cash pour acheter du savon. Mais si vous ne lui donnez pas, son produit est là, qu'est-ce qu'il fait? Même si quelqu'un vient dire, bon, ton ignoble, il y a la coopérative qui vient acheter ça à 250. Mais moi, j'ai 75 francs. Je te donne ça. Les paysans, ils disent quoi? Ils disent, bon, prends. De toute façon, le ignoble, là, c'est pour moi. Prends. Et puis, bon, voilà. On entretient la pauvreté. Donc, gérer la coopérative, c'est gérer le groupe coopératif. Gérer le groupe coopératif, vous voyez, parfois on me dit, oui, mais le directeur, il fait ce qu'il veut. Mais le directeur ne doit pas faire ce qu'il veut. Les conseils d'administration doivent se tenir. On prévoit 12 conseils d'administration. Les 12 conseils d'administration doivent se tenir. Au moins un par mois. Au moins un par mois. Comme ça, le directeur il vous informe de la marche de votre entreprise. Et vous lui donnez des directives pour corriger. Et puis c'est un moment aussi de récréation, de se retrouver, de se connaître, de développer le sentiment d'appartenance au groupe. C'est ça. Mais vous, conseil d'administration, vous devez organiser les assemblées générales. Le droit de parole des coopérateurs, l'obligation d'explication du président du conseil d'administration et de son directeur. Le coopérateur va poser toutes les questions possibles. Mais si vous laissez le gérant tout seul, il va gérer ça comme son entreprise. Et c'est là qu'il va avoir des détournements de fonds. M. Kadiou, parfois quand je vous écoute, quand je vous entends parler, je me dis, voici un monsieur qui a de bonnes idées, qui a vraiment de bonnes idées, mais est-ce qu'on vous écoute? Parce que moi, ce que vous dites là, vous donnez de l'ambition aux coopératives et c'est ce qu'il faut parce que demain, on rêve de coopératives qui vont par exemple discuter avec des Américains, discuter un peu sur la mécanisation de l'agriculture. Exactement. Mais nous, on est encore au niveau où on doit prêter des bottes, des machettes. Vraiment, le chemin est encore long. Hein? Le chemin est encore long. Voilà pourquoi je voulais profiter de votre plateau. Profitez, allez-y, profitez. Pour dire aux décideurs. Tout à l'heure, j'ai suivi l'émission où le monsieur disait les jeunes peuvent rester en Côte d'Ivoire dans l'agriculture. Mais il faut les organiser. Il faut les soutenir. Et voilà pourquoi l'ONU dit... Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont patients? Les jeunes d'aujourd'hui... Est-ce qu'ils sont patients? Est-ce qu'on leur a enseigné la patience? Bon, ça c'est une question aussi. Donc le rôle de la coopérative, c'est d'enseigner la patience aux jeunes. C'est d'enseigner la responsabilité aux jeunes. Parce que dans nos États, je le regrette, nous pensons que c'est l'État qui doit donner l'argent à tout le monde. Tous les matins, on se lève. Oui, l'État n'a pas fait ceci, l'État n'a pas fait ça, l'État n'a pas fait ça. L'État a un dos large. Mais c'est comme enseigner à moi, c'est que c'est les populations qui travaillent pour donner de l'argent à l'État sous forme d'impôts, pour que l'État puisse tenir son rôle régalien. Bon, ça, il faut qu'on l'enseigne à la population. Il faut qu'on éduque la population dans ce sens-là. Sinon, on aura toujours des difficultés. Il faut avoir l'esprit coopératif. Il faut avoir l'esprit coopératif. Et ça s'enseigne. Ça s'enseigne. Où on apprend aux gens, aux coopérateurs, les principes coopératifs. Où on apprend aux coopérateurs les valeurs d'une coopérative, la responsabilité. Mais vous voyez parfois, les gens disent, mais on n'a pas ceci. Vous avez la terre, là où vous êtes né, Dieu a mis toutes les ressources pour vous, là. Donc, c'est à vous d'organiser ça. Je vois on ne crée pas une coopérative, on ne s'en sert pas comme une gamelle pour aller à la soupe populaire. On crée une coopérative pour être autonome, pour être indépendant. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais il faut une éducation des masses. Il faut les éduquer. Il faut les éduquer. Donc, j'en appelle aux élus des conseils généraux, des conseils régionaux. Ils ont un instrument de développement de leur terroir. Il faut que tout le monde connaisse cet instrument-là. Les députés qui sont auprès des populations, les députés à qui les populations demandent de l'argent tous les jours. Bon, les députés, moi je n'ai jamais été député, mais je ne sais pas s'ils gagnent beaucoup d'argent. Mais quand vous avez été élu par 10 000 personnes, moi non plus, que tout le monde, pour les funérailles, pour les baptêmes, pour ceci, on vous demande de l'argent. Parfois, moi-même,
Je me demande bien pourquoi les gens s'en vont être députés. Vous comprenez? Peut-être qu'il y a des avantages qu'on ne voit pas. Ouais, peut-être. Qu'on ne voit pas. Parce que, bon. Mais moi, j'en connais qui m'ont dit, Kwadjo, j'aurais préféré ne pas être député. Mais il se représente toujours. Non, il ne s'est pas représenté. Ah, d'accord. non, Alors, M. Kwadjo, oui. Vraiment merci. C'est dommage, ça passe tellement vite. Quand on vous reçoit, il est déjà 26, mais ça ne va pas nous empêcher de faire un petit récapitulatif. Hein. On s'associe, on veut créer une coopérative. Oui. Il y a une assemblée générale qui va élire un conseil d'administration. Le conseil d'administration va recruter un gérant. C'est un professionnel de la gestion, pas forcément un enfant du village ou bien quelqu'un qui est de la même ethnie. Maintenant, si vous voulez forcément ça, il faut l'amener se former. Très important. Le gérant fait recruter un personnel qualifié qui s'occupe vraiment à plein temps de la coopérative. Le personnel qualifié. Lui, le directeur, il ne peut pas tout faire. Mais il faut un directeur financier. Des commerciaux. Il faut un directeur commercial. On ne peut pas être une coopérative agricole sans un département, sans une direction agricole qui va conseiller les agriculteurs sur l'épandage d'engrais, sur les distances à tenir. Mais il faut quelqu'un qui est à votre disposition, que vous payez. Comme ça, vous le surveillez vous-même. Je voulais rassurer les présidents des conseils d'administration. C'est eux qui recrutent. C'est eux qui disent aux gérants ce qu'ils doivent faire. Mais concernant la signature, il faut qu'ils acceptent aussi. Voilà, à côté la de leur signature sur le compte de banque. Le compte de banque, il faut que... C'est le président, plus le gérant, plus le trésorier, les trois à la fois. Mais auparavant... Parce que c'est là, c'est dans cette partie-là. Expliquez bien. Parce que c'est la partie où il y a l'argent, là. C'est là que les choses commencent à se... Il faut que le président du conseil d'administration soit assez vraiment cool pour accepter que... Parce que quand on dit que c'est lui le chef, pour lui, il est le chef, même sur le chèque. Hein, il peut signer seul et l'argent va sortir. Non, il faut qu'il puisse savoir qu'il signe le chèque. Il y a le directeur et le trésorier. Triple signature. Mais avant même de signer le chèque, lorsqu'on établit les budgets, tous les coopérateurs savent les dépenses qu'on va faire. Vous voyez? Donc après, ils peuvent contrôler. C'est-à-dire quand on faisait les prévisions, on a dit on va faire telle dépense, on va faire telle dépense, on va faire telle dépense. Donc vous pouvez signer les chèques à 3, mais après il faut rendre compte aux coopérateurs. Quand on s'est réunis, on a dit qu'on allait acheter ça. On est allé acheter. Et nos parents au village ont des enfants, si par exemple ils ne sont pas là à l'école, ils ont toujours des enfants pour leur expliquer à la maison ce qui s'est passé. Il y a toujours, absolument, il y a toujours, ou du moins le directeur en question se fera fort d'expliquer cela. Il bâtit un programme. Voilà, pour expliquer, passer de coopérateur en coopérateur, pour lui expliquer cela. Voilà. Ça fait partie de ses... C'est son travail. Ça fait partie de sa charge. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, en définitive, est-ce que vous avez espoir pour les coopératives? Parce que vous avez dit qu'on a pratiquement 8%. Il y a combien de coopératives en Côte d'Ivoire? On avait dit ça la dernière fois. On a à peu près, dans chaque village, 2 ou 3 coopératives. Donc, on doit tourner autour de 20 000 coopératives. Ce qui est une aberration. D'accord. Et vous avez foi? J'ai foi parce que... coopératif dans notre pays? Oui, parce que les coopératives contribuent à l'élimination de la pauvreté. À votre avis, avant de terminer, dans 150 à 200 ans, à quoi pourrait ressembler, par exemple, une coopérative ivoirienne? Pourvu que la gestion soit assurée, les coopératives seront comme les coopératives en Indonésie, en Éthiopie, qui achètent des hélicoptères, qui achètent des drones, qui bâtissent des grosses maisons. Les coopératives seront comme au Canada. C'est sur cette note pleine d'espoir qu'on va terminer cette émission. On espère en tout cas que vous nous avez regardés partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Et vraiment, on espère souhaiter un bon courage à toutes ces coopératives, à tous ceux qui gèrent ces coopératives, à tous ces soldats de l'économie de Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne le dira jamais assez, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et bien moi, je dis il devait reposer sur les agriculteurs. Merci à vous, M. Kwadjo. Et puis, excellent lundi de Pentecôte à toutes et à tous. Merci d'être restés en notre compagnie. On se retrouve toujours avec le même plaisir demain. Réalisation pour votre confort visuel, bien sûr. Soro, félicité. Et puis, au niveau de la rédaction en chef, Kadi Fadiga. À demain, Inch'Allah. Audio Jungle.